Bonjour, le 5 novembre 2020 sera une date importante dans l'histoire du réseau Sequoia, puisque nous avons lancé ce 5 novembre 2020 notre projet sociétal qui vise à rajeunir le regard social sur les aînés, et nous avons lancé en même temps la campagne de crowdfunding de financement participatif qui va nous permettre de nous donner les moyens à nos ambitions. Alors, dans cette vidéo, vous aurez l'occasion de revoir ou de voir cette vidéoconférence organisée le 5 novembre à 18 h, au cours de laquelle Christian et moi-même avons expliqué le projet sociétal et la campagne de financement. Mais nous avons surtout accueilli Stéphane Adam. Stéphane Adam est professeur à l'ULiège et spécialiste du vieillissement et entre autres de l'agisme. Et donc nous avons eu le plaisir d'écouter Stéphane pendant au moins 40 minutes. Et au terme de cette vidéo, vous comprendrez que l'agisme est bien présent dans notre société et que la tâche qui nous attend est particulièrement ardue et étendue. Voilà, je vous souhaite une bonne visio-conférence en différé et une très bonne journée. Alors ben, le programme, donc je vous ferai une introduction sur le réseau Sequoia pour les personnes parmi vous qui ne connaissent pas le réseau, puis on va évidemment embrayer sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est notre projet sociétal qui sera présenté par Chris. Et puis Stéphane, si ça te convient, dans la foulée, eh bien on va te laisser, on va t'écouter avec beaucoup d'attention. Et alors moi je terminerai après vos questions, bien évidemment, par vous parler donc de notre campagne de financement participatif, la campagne de crowdfunding qu'on a lancée il y a 24 heures. On est très fiers parce qu'on a déjà atteint un tiers de l'objectif en 20 heures. Et donc, voilà, je vous expliquerai un petit peu éventuellement les aspects techniques de la plateforme Ulule et vous dire en quoi vous pouvez nous aider. Vous pouvez nous aider, bien évidemment, en prêchant la bonne parole et en parlant de notre projet à votre entourage. Voilà. Merci en tout cas à tous d'être là. Alors, en quelques mots pour les personnes qui ne connaissent pas le réseau Sequoia. Le réseau Sequoia est une ASBL qui se développe donc en Wallonie et à Bruxelles, avec quelques membres maintenant dans le nord de la France. Donc la mission du réseau Sequoia, c'est de valoriser les compétences de ses membres et d'enrichir leurs relations sociales. Donc c'est un réseau qui repose sur des branches locales, et ici il y a des membres de branches, de différentes branches, wallonnes et bruxelloises. Et la particularité du réseau Sequoia, donc pour répondre à sa mission, à savoir valoriser les compétences de ses membres, la grande particularité du réseau, c'est que ce sont les membres qui le désirent, qui prennent une part active dans son organisation et son animation. On les appelle les ambassadeurs. Et on a une belle brochette ici ce soir et je les remercie encore. Donc, voilà un petit peu en quoi consiste le réseau Sequoia. Autre élément, nous sommes aussi ouverts vers l'extérieur, à savoir que les associations qui le désirent peuvent se présenter sur notre site internet et proposer des missions de bénévolat à nos membres. Hein. Donc, on est clairement à nouveau dans la mission du réseau, à savoir valoriser les compétences de nos membres, que ce soit chez nous ou ailleurs. C'est une très bonne chose. Alors, nous avons aussi comme objectif d'accompagner nos membres dans leurs projets, que ce soit des projets personnels ou professionnels. Il y a des personnes à 50 ans et bien après 50 ans qui entreprennent, et beaucoup. Et on est aussi disposé et on a les ressources dans le réseau pour accompagner les personnes qui développent un projet professionnel, par exemple. Et je terminerai par un dernier point par rapport au réseau. Donc, dans le site que l'on va un peu rafraîchir, on va aussi proposer aux membres qui ont besoin d'un coup de main, d'un service, de pouvoir poster ce genre de demande et donc de susciter l'intérêt des autres membres du réseau Sequoia. Alors, avant de céder la parole à Christian qui nous présentera je ne me suis pas présenté, pardon, pour les personnes
que je n'ai pas encore rencontré. Donc, je suis Pierre Degan, je suis fondateur du réseau Sequoia. Désolé, j'aurais dû le dire dès le départ. Avant de céder la parole à Christian, qui nous parlera donc du projet sociétal qui nous occupe ce soir, tout d'abord revenir sur la naissance de ce projet. Ce projet, bon, il était un peu latent dans la vie du réseau Sequoia. Donc, ce projet qui vise à rajeunir le regard social sur les aînés fait partie un petit peu de notre ADN, mais il y a vraiment eu un catalyseur en mars-avril avec l'actualité que vous connaissez et surtout la fâcheuse habitude, mais qui n'est pas née à ce moment-là, qui est bien plus ancienne et Stéphane nous en parlera, mais cette fâcheuse habitude de mettre tous les 60 plus dans le même panier, dans le même groupe, donc homogénéiser cette génération. Et homogénéiser une génération, c'est un des critères de l'agisme, et notre projet sociétal vise justement à lutter contre l'agisme et là on s'occupe nous évidemment plus des seniors en donnant une image réelle et positive de cette génération pour que l'avancée en âge soit vraiment synonyme de gain, d'opportunité plutôt que de perte et de déclin. Voilà. Donc, ce projet est né à cette période-là. On a eu un peu le petit déclic. On a créé dans la foulée une chaîne YouTube que certains d'entre vous connaissent puisqu'ils ont été interviewés. Le but de cette chaîne, on va mettre des capsules aussi sur l'agisme et sur la préparation à la retraite, mais c'est aussi une vitrine de nos membres et de nos membres qui peuvent se présenter et être surtout inspirants pour toute une génération et toute une société. Voilà, moi j'en ai fini. Je cède la parole à Christian qui va nous parler un peu plus en détail de ce projet sociétal. Merci Pierre, bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis un retraité actif et administrateur auprès de Sequoia, donc je côtoie Pierre matin, midi, soir, avant et après les repas. À 6 heures du matin, il me réveille et à 22 heures, il me dit que je peux aller me coucher. Donc vous voyez, nous en sommes. Enfin voilà, pour revenir à ce que Pierre a dit, effectivement, au moment du confinement, on a considéré au sein de l'association qu'il serait judicieux de développer un projet de société sur le vieillissement. Aujourd'hui, force est de constater que trop souvent l'image que l'on donne des personnes âgées se limite à des problèmes de santé, à des coûts sociétaux, à des personnes inactives. Alors là, il faut quand même dire une chose, c'est que si on passe du statut de travailleur au statut retraité, c'est pas pour autant que de travailleur actif, on passe à retraité inactif. Donc ça aussi, c'est à signaler. Alors que pour nous, le vieillissement, et nous le constatons au sein de l'association, est plutôt inspirant. Il faut se rendre compte que la majorité des membres de l'association sont tous des personnes inspirantes. Et donc, on s'est dit que ça serait vraiment intéressant de porter un projet. Et donc, on a eu comme première approche de rencontrer quelques personnes du monde économique, sociétal et politique, et qui nous ont dit que notre projet était vraiment porteur. Certains ont même dit, mais écoutez, vous avez devant vous un vrai boulevard. Je donne vraiment les propos qui ont été donnés. Et donc, unanimement, ils ont trouvé ce projet intéressant. Et donc, suite à cet encouragement, on a rencontré les personnes du monde académique. Une des premières personnes, d'ailleurs, ce fut Stéphane, qui va d'ailleurs intervenir tantôt. Et donc, on nous a rencontré des gens du monde académique aussi bien en Belgique, dans différentes universités, UCL, ULG, UMONS, qu'en France et qu'au Canada. Et au Canada, on a eu la chance de rencontrer, de partager de plusieurs vidéoconférences avec Martine Agassé, qui est vice-rectrice de l'Université d'Ottawa. Et de ces rencontres, et c'est déjà un point important, est née l'idée de démarrer une table ronde virtuelle dont Sequoia et le Conseil des aînés du Québec seront les organisateurs. Et Stéphane participera d'ailleurs à cette table ronde virtuelle qui aura lieu vraisemblablement le 12 février, mais vous en serez tous en tout cas invités et vous pourrez y participer. Ça sera effectivement, on souhaite un public tout à fait hétérogène. On compte y inviter à la fois du politique, à la fois du soignant, seront invités les écoles. Donc vous voyez, il y aura un questionnaire. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas l'objet de cette rencontre, mais voilà. Et donc, vous aurez compris qu'au départ, notre premier objectif en tant que plan d'action, il a fallu donner des priorités, c'est comme l'a dit Pierre, c'est pouvoir dénoncer l'agisme,
et les stéréotypes que nous connaissons au niveau du vieillissement. Dire aussi que le vieillissement, c'est pas un groupe homogène, ça c'est important de dire. Et donc, nous comptons dans nos actions mettre en évidence le fait que le vieillissement est avant tout inspirant. Et donc, aussi au niveau de l'agisme, ce que l'on souhaite, et là, Pierre vous en parlera plus amplement avec cet appel de financement, c'est que nous souhaitons développer une plateforme qui pourra effectivement récolter tout ce que l'on peut connaître comme agisme, le dénoncer et à la fois y répondre aussi. Alors, d'autres sujets seront abordés tout au long de ces nombreuses années, puisque cette année-ci 2020 a été une année où nous avons rédigé un peu un canevas, un peu une charte de ce que nous comptons faire. Et donc, en 2021, on va passer de tout à fait dans l'action. Et donc, ça va être important. Et donc, on va, entre autres, parler de l'exclusion, de l'inclusion, de l'empowerment, c'est-à-dire le pouvoir de dire et d'agir, de l'intergénéralité, parce que l'intergénération, c'est très important. Et donc, par rapport à ça, et on en discutera plus amplement lors de prochains sujets, on compte aussi développer une bande dessinée qui va dénoncer l'agisme, mettre une pièce de théâtre, enfin amener des actions au niveau local, puisque ça va être un ancrage chez Koya qu'on a commencé et qu'on va continuer à développer. C'est des emplois au niveau local. Participer, enfin demander aux participations au niveau du monde académique, parce que l'on compte développer des questionnaires auprès des aînés. Voilà un peu toute une série de choses que l'on compte développer en 2021 et pour lequel, entre autres, on a lancé depuis hier le crowdfunding. Et Pierre, effectivement, tout heureux d'apprendre que nous sommes déjà à 30%, ce qui est très, très important. Voilà. Je vais en rester là parce que sinon Pierre va me dire que je suis trop long, comme d'habitude. S'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Mais en tout cas, sachez que dans les jours qui vont venir, vous aurez régulièrement des articles qui parleront de l'agisme, du vieillissement, des sujets que l'on compte débattre dans le courant 2021. Merci de m'avoir écouté. Je te repasse la parole, Pierre. Oui, merci Christian. Alors, moi, je vais à présent céder la parole à Stéphane Adam. Je vais présenter succinctement parce qu'autrement, j'en ai pour un bon quart d'heure. En fait, entre autres, Stéphane est professeur à l'ULiège et est responsable de l'unité de psychologie de la sénescence, donc à l'ULiège. Stéphane intervient dans de nombreux séminaires, de nombreuses conférences. C'est là que j'ai eu le plaisir de le rencontrer. Il y a déjà plusieurs années, Stéphane, je crois. Je vais rallumer ton micro, excuse-moi. Non, mais oui, en effet. Voilà. Et donc, comment dire, Stéphane est un des porte-drapeaux, si pas le porte-drapeau, je trouve, de la lutte contre l'agisme et de cette mission de vouloir donner une image réelle des seniors bien loin des clichés qui existent. Et c'est vrai que Stéphane le fait très bien et surtout avec, et ça c'est son évidemment côté académique, il le fait preuve à l'appui. Stéphane a fait de nombreuses études sur le sujet qui tacle évidemment tous ces clichés, mais il y a encore du chemin et c'est très modestement ce que l'on va essayer de faire au travers de notre projet. Voilà, Stéphane, Stéphane va nous parler effectivement de la vieillesse qui est quand même du vieillissement ou d'avancée en âge qui est quand même inspirante. Et puis aussi de nous parler de l'agisme et de d'une partie des problèmes que crée l'agisme. Voilà Stéphane, je te cède la parole. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez bien et j'espère que la connexion, puisque à la maison c'est parfois un peu chaotique, va marcher. Et donc, je vais effectivement essayer de parler succinctement des choses, et sachant que je le fais a cappella, puisque j'ai plutôt l'habitude en général de me reposer sur un PowerPoint, mais que ici, je vais plutôt le faire en mode interactif, c'est-à-dire que si vous avez d'ailleurs des questions, des états d'âme ou des réactions ou quoi que ce soit, simplement vous intervenez directement. J'ai un appel en parallèle, donc j'espère que ça me dévoile. Et donc, n'hésitez pas à poser les questions en direct, vraiment être dans l'interactif. Donc, de manière générale, quand je commence des interventions, des conférences ou autres, j'ai pour habitude, comme Pierre le sait, Christian aussi d'ailleurs, je ne sais pas si d'autres m'avaient déjà entendu par le passé, mais à commencer par un examen. Et donc, je pose différentes questions. Et donc, les 2 premières heures de cours que je donne à l'université, que ce soit en médecine, à des futurs directeurs de maisons de repos ou à des psychologues, c'est de commencer par 2 heures d'examen. Donc, je vous épargne les 2 heures, mais je vais quand même juste poser 2 questions.
La première question, c'est en Belgique, parmi toutes les personnes qui ont plus de 65 ans, c'est quel pourcentage de ces personnes qui souffrent de dépression? Donc, parmi tous les gens qui ont 65 ans et plus, le pourcentage des personnes qui souffrent de dépression, donc pensez la réponse que vous donneriez à cette question. Et la deuxième question, c'est le pourcentage des personnes qui ont plus de 65 ans et qui déclarent se sentir souvent seules, et donc souffrir d'un sentiment de solitude. Alors naturellement, ces deux thématiques, dépression et solitude, dont on a beaucoup parlé dans le cadre de la crise Covid, et tout particulièrement pour les personnes âgées vivant en maison de retraite, qui se retrouvent enfermées, confinées dans leur chambre parfois, et coupées de toute visite de proches et autres. Et donc, je reviendrai sur ces questions, mais la manière dont j'essaie de présenter les travaux que nous faisons, c'est qu'on s'interroge sur comment voyons-nous le vieillissement et comment vous voyez vous-même le vieillissement. Est-ce que quand on est face à une personne âgée, on est plutôt enclin à avoir sagesse, expérience, ou est-ce qu'on est plutôt enclin à avoir détresse, maladie, perte et autres? Et selon qu'on voit le vieillissement plutôt positivement, plutôt négativement, face à la même personne qu'on a âgée debout devant soi, on ne voit plus la même chose, on va être aveugle d'une bonne partie de la réalité de cette personne. Les attitudes par rapport à cette personne vont changer en conséquence et on montre que la façon dont la personne va vieillir, que ce soit en termes de santé physique et mentale, va être entachée par ça. Et donc la question qui est posée, c'est comment voyons-nous le vieillissement dans nos sociétés actuellement? Et globalement, de façon très générale, quelles que soient d'ailleurs les générations, la vision qu'on a du vieillissement dans nos sociétés actuelles est plutôt éminemment négative. On est dans une société qui est agiste. L'agisme est un terme qui a été développé en 1967 par Butler et qui renvoie au fait que tout ce qui est associé de près ou de loin à la personne d'âge plus avancé va être traité, connoté et abordé de façon négative. Il y a une étude qui est d'ailleurs assez interpellante, c'est une étude qui a été faite au Canada anglophone, qui consistait à dévaliser toutes les librairies et d'acheter toutes les cartes d'anniversaire qu'il y avait dans un rayon de 10 km autour de l'université. Et le chercheur, comme quoi les chercheurs n'ont vraiment que ça affiche, s'est amusé à analyser les contenus des cartes d'anniversaire. Mais il a trié les cartes selon qu'on fête moins de 40 ans ou plus de 40 ans. Alors quand la carte d'anniversaire concerne une personne qui a moins de 40 ans, le contenu, ça va être montée en puissance, prise de maturité, waouh, c'est cool, on vieillit. Passé l'âge de 40 ans, moi-même, j'avais photographié des cartes d'anniversaire pour me dire est-ce que vraiment c'est ça qu'on voit dans les cartes d'anniversaire. Et effectivement, en tirant au hasard, je vois une carte d'anniversaire, c'était les 7 nains de la vieillesse avec dormeur, plissé, loucheur, pépé, croulant, couche, odorant. Waouh, ça donne vachement envie de vieillir. Et donc cette étude a montré qu'avant l'âge de 40 ans, 80% des cartes d'anniversaire ont une connotation positive. Passé l'âge de 40 ans, 67% des cartes d'anniversaire ont une connotation négative. Alors on pourrait se dire, waouh, c'est pas bien méchant, c'est un peu humoristique, oui, mais c'est quand même interpellant, parce que quand on regarde ça dans le domaine qui m'occupe plus particulièrement, qui est le domaine du soin, on estime que 60% des cancers sont des personnes qui ont plus de 65 ans. Donc un des facteurs de risque en termes médicaux de façon générale, c'est l'âge. Et pour le cancer, c'est vrai, la majorité des gens concernés par un cancer, 70% sont des personnes qu'on peut qualifier entre guillemets de plus âgées, c'est-à-dire de 65 ans et plus. Pourtant, quand on regarde en parallèle quel est le pourcentage, quand on fait des études scientifiques ou des essais cliniques qu'on teste des nouvelles thérapies, quel est le pourcentage et la représentativité des personnes âgées, eh bien, on va montrer que à peine 20% des essais cliniques ou des études scientifiques concernent des personnes de plus de 70 ans. Et donc, on a un paradoxe. La majorité des gens concernés par un cancer sont des personnes qu'on peut qualifier de plus âgées. La minorité des essais cliniques ou des études scientifiques concernent cette population. Et quand on prend le domaine de la formation et qu'on pose des questions à tous les corps de métier associés aux soins, le médecin, spécialiste ou généraliste, ou les paramédicaux, infirmiers et infirmières, c'est une étude à laquelle j'avais participé quand j'étais à Montréal. 2 questions avaient été posées. Première question, quel est le pourcentage des patients que vous suivez et qui ont plus de 65 ans? Il faut savoir que pour un médecin généraliste, ça correspond à plus de 50% de sa patientèle. Si on travaille comme oncologue, le cancer, je vous l'ai dit, c'est 70%. Si vous travaillez en maison de retraite, c'est 100%. Donc, la majorité des gens que je vais soigner sont des personnes plus âgées. Deuxième question, c'est quel est le pourcentage d'heures de formation dans le cursus de base qui concerne la personne plus âgée? C'est au mieux 10%, au pire 0%. Ça veut dire que je vais soigner des gens pour lesquels j'ai peu, voire pas de qualification.
Si je suis directeur de maison de retraite et qu'on demande à un directeur quel est votre projet que vous portez, ils vont dire le but de notre structure, c'est de garantir la qualité de vie de nos résidents plus âgés. Pourtant, 1/3 de la formation d'un directeur, c'est apprendre à gérer financièrement une structure. 1/3 de la formation, c'est apprendre à connaître les normes et la législation. Et 1/3, c'est apprendre à gérer les ressources humaines. Jamais une direction ou aucun professionnel du secteur n'a eu une formation sur qu'est-ce que la qualité de vie d'une personne plus âgée, qui plus est si elle souffre d'une maladie telle que la maladie d'Alzheimer, et quels sont les facteurs qui sont plutôt prédisposants à une meilleure qualité de vie pour ces personnes. Comment puis-je porter un projet institutionnel orienté vers un public cible dont je n'ai pas de connaissance? Si vous devez être directeur d'une maison pour personnes porteuses de trisomie 21, comment pouvez-vous initier un projet éclairé et concordant face à un public dont vous n'auriez aucune connaissance, hormis le film Le 8e jour ou un voisin dont le cousin a un tonton qui est trisomique, d'accord? Et donc, ça veut dire qu'on va faire quelque chose avec plein de bonne volonté, mais ce quelque chose plein de bonne volonté est construit sur plutôt nos croyances qu'on a par rapport au public, plus que sur une réelle connaissance factuelle de qui est le public. Or, donc, ce qu'on interroge, c'est comment voyons-nous le vieillissement? Et on montre, quand on demande quels sont les 5 premiers mots qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez à une personne plus âgée, naturellement, sagesse et expérience vont venir, mais c'est plutôt ponctuel et en queue de peloton, mais en tête de course, c'est maladie, déclin, détresse, etc. Et donc, la majorité des mots qui vont être produits vont être des mots qui ont une connotation fortement négative. Et donc, c'est ça l'agisme. Et on montre d'ailleurs qu'il y a 2 formes d'agisme. Il y a ce qu'on appelle l'agisme malveillant, hostile, donc qui consiste à nier la personne âgée, à ne pas la voir et surtout à la mettre dans des camps en fait où elles ne nous dérangeront pas trop. Et puis il y a une version bienveillante qui est tout aussi négative, c'est le syndrome Mère Teresa qui est viens là mon petit vieux que je vais t'aider et faire attention à toi. Et donc l'intention est louable et positive, mais elle est construite sur une image négative du vieillissement, c'est que les personnes âgées ont besoin d'aide et sont en situation de dépendance. La crise a particulièrement accentué cette forme paternaliste bienveillante de l'agisme, puisque on dit, mon Dieu, tous ces vieux qu'il faut protéger, et on voit dans la communication médiatique et politique qui est qu'il faut confiner les personnes de plus de 65 ans pour les protéger, pour ne pas qu'elles se chopent le virus, alors qu'elles savent se protéger elles-mêmes et qu'elles savent prendre les mesures pour être dans des conditions hygiéniques et sanitaires qui sont plutôt positives pour elles. Et donc on voit cette forme de paternalisme qui est à peu près ce qu'on pourrait dire comme le jour où quelqu'un se lèvera dans le bus pour vous laisser vous asseoir, c'est super, c'est du civisme, mais ce jour-là vous allez vous ramasser un sacré coup de vieux dans la tronche. Et donc l'intention est positive, elle est pleine de bonnes intentions, mais le ressenti pour la personne qui en est entre guillemets victime est naturellement possiblement quelque chose d'extrêmement négatif. Et donc, on voit que dans cette forme de paternalisme, on va avoir des comportements qui vont être des comportements d'aide qui sont souvent excessives et limite un petit peu infantilisantes, comme on le voit dans la crise sanitaire. Et ce qu'on montre pourtant, c'est que cette aide que l'on va recevoir va générer quoi? La dépendance de la personne âgée. Une étude qui a été faite sur 55 000 personnes sur 14 pays de la communauté, et surtout le sexe des enfants que vous avez, selon que c'est plutôt une fille, un garçon, 2 filles, 2 garçons, 3 filles, 3 garçons, prédit comment votre mémoire décline quand vous devenez plus âgé. Et donc la question c'est, est-il mieux pour sa mémoire plus tard d'avoir des filles ou des garçons? Et là je vois certains qui se tracassent beaucoup en se disant je sais pas, mais c'est quand même tracassant. Et donc l'étude montre que plus on a de filles, plus sa mémoire décline en vieillissant. Alors c'est un petit peu interpellant naturellement. Donc la question étant comment se fait-il qu'avoir des filles me fait décliner plus qu'au niveau de ma mémoire? Eh bien parce que les filles viennent chercher le linge sale des parents alors que les garçons viennent apporter leur slip sale aux parents. C'est une façon caricaturale de dépeindre le résultat. C'est que plus j'ai de filles, plus je vais recevoir d'aide de mes enfants. D'accord? Parce que dans des sociétés sexistes comme la Belgique, la fille va jouer à poupée Barbie infirmière et le garçon va jouer à G.I. Joe combattant. On programme les filles par notre éducation sexiste à développer chez elles le syndrome Mère Teresa et à être maternante et aidante. Et c'est comme ça qu'on a après des professions où il y a 90% d'infirmières et 10% d'infirmiers, et 80% de psychologues femmes et 20% de psychologues hommes. C'est vraiment dans ce cadre d'éducation sexiste. Et on va montrer que plus on devient âgé et plus j'ai de filles, plus je vais recevoir d'aide informelle, c'est-à-dire plus je vais avoir mes enfants qui vont venir m'aider. Et plus je reçois d'aide, eh bien plus je deviens possiblement dépendant.
Et ça a été montré aussi dans des études expérimentales. On apprend à des personnes âgées de 78 ans en moyenne à résoudre des casse-têtes type puzzle. La seule chose qui va changer, c'est qu'elles vont toutes s'entraîner 4 fois 20 minutes, mais les conditions d'entraînement vont changer. Pour un tiers des participants, ils s'entraînent 4 fois 20 minutes seuls dans une pièce. Pour un tiers d'autres participants, ils vont s'entraîner dans une pièce avec quelqu'un qui est présent dans la pièce, mais qui n'a pour seule et unique instruction que d'encourager verbalement la personne âgée. Super, c'est bien, continuez comme ça. Et dans le troisième cas, les personnes âgées vont s'entraîner 4 fois 20 minutes avec quelqu'un présent dans la pièce, mais qui est cette fois-ci autorisé à aider la personne âgée. Soit parce que la personne âgée sollicite son aide, ou soit parce que le membre là, la personne présente trouve que la personne âgée rame un peu et qu'un petit coup de pouce serait opportun. Qu'est-ce qu'ils vont voir? C'est que ceux qui se sont entraînés seuls s'améliorent pas du tout. Avant-après entraînement, ils ont le même niveau de performance. Donc, il n'y a pas d'amélioration de la performance. Ceux qu'on a encouragés sont meilleurs. Ils vont faire plus de pièces et ils vont aller plus vite après entraînement qu'ils ne l'étaient avant entraînement. Ceux qu'on a aidés se détériorent. Et pas un petit peu, énormément. Ça veut dire qu'on n'aurait rien fait avec eux, c'eût été mieux que de le faire en les aidant. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez extrêmement important. Alors, on peut se dire, comment se fait-il qu'ils se détériorent? Eh bien, quand on interroge les personnes après entraînement et qu'on leur demande comment vous sentez-vous confiant en vous quand vous faites ce type de puzzle, ceux qu'on a aidés se sentent moins confiants en eux. Comment trouvez-vous la tâche? Facile ou difficile? Ceux qu'on a aidés trouvent la tâche vachement plus difficile. Plus j'aide une personne âgée, moins elle a confiance en elle, moins elle se sent efficace, plus elle trouve la tâche difficile, moins elle fait d'efforts, donc sa performance baisse. Et d'autres études vont montrer que plus j'aide une personne âgée, plus elle appelle à l'aide. Et donc, on voit le cercle vicieux qui s'installe. J'aide, elle appelle à l'aide, elle est moins bonne, elle appelle plus à l'aide, je vais l'aider plus, elle est donc moins bonne, et ainsi de suite. Et on a un cercle vicieux qu'il faut absolument pouvoir casser. Et ça, c'est vraiment l'objet de nos travaux, entre autres par rapport à la question des attitudes de soins. Et donc, si on revient sur vos deux questions d'examen, quel est le pourcentage des personnes de plus de 65 ans qui seraient dépressives? Alors, je vois que ma batterie va... Je vais prendre un câble. Donc, la population générale pense que c'est en général à peu près 30% des personnes âgées qui seraient dépressives. Les soignants, ils pensent que c'est 50% des personnes âgées qui seraient dépressives, alors que dans les faits, c'est à peine 11%. Alors, je ne sais pas ce que vous avez dit comme chiffre à cette question, mais en général, il y a très peu de gens qui donnent la bonne réponse ou qui donnent une réponse plus favorable à la personne âgée. Ça veut dire que si je vois dans le vieillissement dépression, eh bien, ce qu'on montre, c'est qu'un médecin va être enclin à prescrire un peu trop facilement des antidépresseurs à une personne âgée parce qu'il suffit qu'elle dise qu'elle se sent un peu fatiguée et triste pour que le médecin dise donc dépression, donc prescription d'un antidépresseur. Alors que les études vont montrer que il y a 2 fois plus de dépression chez les jeunes qu'il n'y en a chez les personnes plus âgées. Quand on voit les conséquences de la crise Covid, une enquête a été faite en Belgique, la population qui a le plus eu un impact en termes de bien-être psychologique, ce sont les 25-45 ans. 65 du point de vue psychologique par la crise sanitaire. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont vécu facilement, mais ça a été moins fort que les populations plus jeunes. Les études vont montrer que le bonheur ne diminue pas avec l'âge, il augmente avec l'âge. Et quand on prend les courbes du bonheur, c'est une étude qui a été publiée en 2018, c'est un smiley. Les jeunes sont là, et puis le bonheur diminue, et on est dans le creux de la vague à 45 ans, et puis il augmente par la suite. Et c'est ce qu'on appelle dans la littérature le paradoxe du bien-être, qui est mais comment font les personnes âgées pour rester si heureuses malgré les pertes le perd du statut d'actif à inactif, comme l'évoquait Christian, mais ça peut être aussi les capacités physiques qui peuvent diminuer, parfois aussi les capacités mentales pour soi son proche, les deuils, encore une connaissance, un ami. Donc objectivement, il y a beaucoup de pertes chez la personne âgée, et pourtant, pour autant, elles encaissent très bien ces pertes et les digèrent suffisamment que pour que leur bonheur ne diminue pas, voire même augmente avec l'âge. La question étant dans la littérature, c'est comment font les personnes âgées pour rester si heureuses? Eh bien, il y a plusieurs études qui ont été réalisées. Il y en a une qui est assez intéressante. C'est une étude où on place des personnes dans un scanner, dans une IRM fonctionnelle, et on voit l'activité cérébrale en continu. Et ils ont regardé 2 zones du cerveau, ce sont les amygdales. Les amygdales sont les zones de l'émotion. D'accord? Et là, les amygdales sont tout le temps actives, et puis de temps en temps, elles se suractivent. Ça veut dire qu'elles s'allument, l'amygdale s'allume, ça veut dire que je ressens une émotion, ou elle s'éteint,
Ça veut dire que je ne ressens rien. D'accord? Et on va voir comment l'amygdale s'allume et s'éteint en fonction de quoi? D'une image ou d'une photo qui va être présentée dans le scanner et qui peut être une image neutre, une photo d'un ciel tout à fait anodin. Ça peut être une image qui génère une émotion positive, par exemple l'image d'un labrador parce que vous êtes passionné par les chiens, ou une image qui génère une émotion négative, ça sera une photo de Trump par exemple au hasard. Et si ça ne génère pas une émotion négative chez vous, je vous invite à couper la connexion. Non, je rigole, mais bon, donc on va voir comment l'amygdale s'allume et s'éteint en fonction de l'image qui est présentée pendant que vous êtes dans le scanner. Chez les jeunes, quand l'image est neutre, l'amygdale s'éteint un petit peu, je ne ressens rien. Quand l'image est positive, elle s'allume un chouïa, je ressens une petite émotion. Et quand l'image est négative, elle s'allume beaucoup, je ressens une grosse émotion. Donc un jeune, il va surtout réagir à l'image négative. Ça veut dire en gros, un jeune n'a que 10% de négatif dans sa vie, un bouton purulent sur le nez, mais il est gros. Mais il est tellement en train de le regarder et de le ruminer que subjectivement, ça génère 60% d'émotions négatives. Chez la personne âgée, quand l'image est neutre, l'amygdale s'éteint. Je ne ressens rien. Quand l'image est positive, l'amygdale s'allume beaucoup. Je ressens une grosse émotion. Et quand l'image est négative, eh bien l'amygdale s'éteint complètement. Et ça, c'est la réaction instinctive immédiate à la présentation des images pendant que vous êtes dans le scanner. Ça veut dire qu'une personne âgée, elle n'a que 30% de positif, mais elle est tellement en train de s'en gargariser et de le voir que subjectivement, ça génère 80% de positif. Et c'est une des raisons principales pour lesquelles le bonheur ne diminue pas avec l'âge, mais qu'il augmente avec l'âge. C'est-à-dire que la personne âgée, instinctivement, s'applique un peu le principe du cueil des aujourd'hui héros de la vie, profite de l'instant présent, voit le positif là où il est. Et ça a été inspirant, puisque c'est des études qui ont permis de comprendre comment pouvoir améliorer les affects dépressifs chez les personnes plus jeunes. Et il y a 2 thérapies qui ont été développées et qui s'inspirent, ou qui sont en tout cas fort liées à ce que je viens de décrire. C'est la psychologie positive, qui consiste à orienter les ressources d'une personne dépressive et à l'inviter à noter dans un carnet tous les petits détails positifs de sa vie de tous les jours pour subitement qu'il fasse plus le focus sur les éléments positifs. Et l'autre élément, c'est la pleine conscience, c'est-à-dire d'être dans l'ici et l'instant. C'est une technique de méditation qui consiste à vraiment se placer dans l'ici et l'instant. Et donc, et de ne pas être dans le futur, avec l'incertitude de notre futur, etc. Pour vous donner une idée, pour vous faire comprendre, c'est, vous avez des enfants ou des petits-enfants, vous allez leur offrir prochainement, c'est le 6 décembre, Saint-Nicolas, des cadeaux. Ils vont jouer avec leurs cadeaux et après une demi-heure, ils vont lever la tête en disant « Et qu'est-ce que je vais recevoir à Noël ?» On dit « Écoute, voilà, profite déjà de ce que tu as là, quoi. Hein. » Donc, l'enfant n'est pas dans l'ici à l'instant. Ou vous avez peut-être, vous, connu ou connaissez encore, vous partez en vacances 2 semaines, il reste 3 jours et vous dites « Ah, c'est déjà fini. » Mais il reste encore 3 jours. Donc, je ne suis pas en train de profiter pleinement de ce que j'ai là maintenant. Je suis déjà en train de voir le futur en disant, mais mes vacances sont terminées et je vais attendre 1 an avant les prochaines. Et donc, les personnes âgées, instinctivement, sans s'en rendre compte, sont plutôt dans l'ici et l'instant et dans voir le positif là où il est, ce qui fait que c'est pour ça que la majorité d'entre elles vieillissent. Capacité de ce qu'on appelle la régulation émotionnelle. 2 questions d'examen. Quel est le pourcentage de 65 ans et plus qui déclarent se sentir souvent seuls? La population générale pense que c'est 50% des personnes. Les soignants, ils pensent que c'est 70% des personnes. Je vous jure qu'ils font vachement plus. Alors que dans les faits, c'est 9%. Qui a dit 9% ou moins de 9%? En général, très peu d'entre vous avaient pensé à un chiffre aussi en faveur de la personne âgée. Ça veut dire de nouveau que nous avons une tendance à être aveugles et à avoir plus de solitude chez la personne âgée qu'il n'en est réellement. Et c'est parce qu'il faut dissocier dans le vieillissement ce qui est d'une part la baisse du réseau social, qu'on va qualifier parfois d'isolement social, du sentiment ressenti de solitude. Donc on va montrer dans les études qu'avec l'âge, la taille du réseau social diminue. Donc j'ai de moins en moins de relations et de contacts sociaux. Par contre, avec l'âge, la force du lien social augmente. Donc, en gros, une personne âgée, elle n'en a rien à fiche de rencontrer des nouvelles personnes et de faire des nouvelles connaissances. Elle a envie d'être entourée des gens qu'elle aime. Ça veut dire qu'on peut avoir 500 amis sur Facebook en étant jeune et se sentir vachement seul. Parce que les rapports que j'ai sont des rapports superficiels et de faible intensité.
Un voisin de 80 ans peut avoir 3 visites par semaine et quelques coups de téléphone. Moi, mon regard de jeune me ferait dire, mon Dieu, que je me sentirais seul à sa place. Mais cette personne se sent entourée parce que c'est des rapports de proximité, c'est des gens qu'elle aime et qui lui sont proches. Ça veut dire qu'avec l'âge, c'est pas la quantité des relations qui compte, mais la qualité des relations. Et ça, c'est un grand paradoxe parce qu'on va souvent décider de passer d'une transition de la maison d'une personne âgée vers l'institution. Et un des arguments qui va parfois être utilisé, c'est « mais chez elle, elle est seule et elle a peu de relations ». Et pour limiter son isolement social, on va la prendre de chez elle où elle est seule pour la mettre dans une structure où elle va être entourée de 100 autres résidents de son âge. Pourtant, quand on demande quels sont les 5 premiers mots qui viennent à l'esprit lorsque vous pensez à une maison de repos, mouroir naturellement est en pole position et solitude fait partie des 5 mots qui viennent à l'esprit quand on pense à une maison de retraite. Et donc il y a un grand paradoxe, c'est qu'on justifie le fait du déplacement de la personne de chez elle vers une maison pour qu'elle ne soit plus seule et qu'elle ne se sente donc plus seule, et pourtant ces structures transpirent entre guillemets la solitude. Pourquoi? Parce que quand on interroge la personne et qu'on lui dit « mais vous êtes entouré de plein de gens, comment se fait-il que vous vous sentez seul ?» Parce que je ne vois pas les gens que j'aime, c'est-à-dire mes proches, ma famille, etc. Et donc, vous voyez un peu ici, dans ces quelques exemples, l'écart qu'il y a entre ce que l'on croit qu'est le vieillissement, ce qu'est la réalité du vieillissement et comment ça influence nos attitudes. Je dis chaque fois, un architecte, quand j'avais été au MIPIM, c'est le grand salon d'immobilier à Cannes qui a lieu chaque année, quand on demande à des architectes quels sont les 5 premiers mots qui viennent à l'esprit quand vous pensez à une personne âgée, ils vont aussi dire déclin, maladie, stress, solitude. Quand il fait un projet architectural orienté vers un public des personnes âgées, il fait donc un hôpital. Comme les maisons de retraite ressemblent, architecturalement même parlant, à un hôpital. Et les travaux, pas uniquement mes travaux, mais des travaux à l'international montrent que plus une structure ressemble à un hôpital, moins bien les gens se portent à l'intérieur. Et donc, il y a vraiment toute cette question de pouvoir avoir une meilleure connaissance du vieillissement, une connaissance plus éclairée, plus scientifique, qui doit d'ailleurs intégrer la formation tout particulièrement des soignants, quelle que soit leur obédience et leur corps de métier, paramédicaux, médecins généralistes et spécialistes, et que ça générait des attitudes qui sont mieux et pas sur ce que je crois qu'est le vieillissement, mais sur ce que réellement est le vieillissement. Et je termine avec un dernier exemple. On dit que si vous avez entre 75 et 85 ans, 50% des personnes entre 75 et 85 ans vont avoir des problèmes auditifs qui touchent la gamme d'ondes qui me permettent de comprendre la parole d'autrui. Donc ça veut dire que 50%, une personne âgée sur 2 de 75 à 85 ans va avoir du mal à entendre ce que l'on dit. Pourtant, 100% des personnes vont parler plus fort, plus lentement, utiliser un vocabulaire plus ferme avec les personnes âgées. En faisant ça, ils font ce qu'on appelle le elder speak en anglais, c'est-à-dire le parler petit vieux. D'accord? Et la littérature montre que plus je parle petit vieux avec une personne âgée, moins bien la personne parle. Elle va me demander de répéter, non pas parce qu'elle n'a pas compris, mais comme je lui parle petit vieux, elle se sent diminuée, son estime de soi baisse. Elle a moins confiance en elle, elle va me demander de répéter pour vérifier si j'ai bien compris, si elle a bien compris. Sauf que si elle me demande de répéter, je dis décidément il est sourd comme un pot et je vais encore plus parler. 100%, avec 100% des personnes âgées, je parle petit vieux. Je vais avoir un discours qui va être utile et aidant pour 50% d'entre elles qui ont des problèmes auditifs. Mais par contre, je vais apporter une aide inutile à 50% des autres personnes et ça va développer leur trouble du langage. Et mon fonctionnement d'appliquer ce mode de parler petit vieux, c'est parce que je crois qu'une personne âgée ne comprend pas et a donc du mal à comprendre la parole. Ce que l'on doit faire, c'est parler normalement avec toutes les personnes âgées, constater que 50% d'entre elles me demandent de répéter, et sur ce constat objectif, adapter mon discours en conséquence. Ça veut dire que mon attitude n'est plus basée sur ce que je crois qu'est le vieillissement, et que j'applique à toutes les personnes âgées, mais elle s'est basée sur ce que je constate, et je limite mon aide à celles donc qui ont vraiment besoin de cette aide, et ça me permet de ne pas développer les troubles du langage chez les 50% des autres qui n'ont pas besoin de cette aide. Et dans cet exemple que je donne, c'est tout l'enjeu de l'accompagnement du vieillissement dans nos sociétés, et tout particulièrement entre autres dans les maisons de retraite, c'est de mettre l'aide à la hauteur stricte et unique de ce qui est nécessaire sur base d'un constat objectif et non plus de croyances ou de représentations négatives. Voilà ce que je voulais vous dire
en l'état, sans être trop bavard. Stéphane, un tout grand merci. Je vais peut-être rétablir les micros, c'est plus facile si voilà, vous voulez poser une question. Alors j'ai appuyé. Alors, je vais le faire individuellement, peut-être. Je vais le faire individuellement. Voilà. Pendant que je rétablis les micros, Stéphane, un tout grand merci à nouveau. Toujours extrêmement intéressant de t'écouter. Et c'est vrai que, voilà, enfin, je ne vais pas faire un résumé de ton intervention, mais l'agisme, c'est aussi parfois, malheureusement, la conséquence d'une intention qui est positive. Et tu insistes beaucoup sur ce sujet-là. Et effectivement, le ressenti auprès des personnes qui sont victimes de cet agisme positif est évidemment négatif. Mais ce qui est toujours impressionnant quand on t'écoute, c'est, je pense, au personnel de soins qui est un peu plus dans l'agisme pour les raisons que tu as expliquées. Et en tout cas, attendez, excusez-moi, je regarde au niveau des micros, ça se rétablit, oui? Je crois que vous savez voilà. Et alors, pour terminer, bien, écoute, ton exposé, je crois, c'est un très beau résumé de la situation et surtout de l'étendue de la mission qui nous attend dans le projet que l'on lance. Donc, il y a énormément de travail et je vais en parler juste après. Mais tout d'abord, je vais laisser la parole à nos participants. Si vous avez une question à poser à Stéphane. Allô? Allô? J'ai une question. Moi, je n'ai pas de questions. Vous m'entendez là? Oui. Non, je suis passionnée par votre exposé qui, effectivement, remet en question beaucoup de choses. Je suis médecin généraliste retraité actuellement dans le conseil d'administration. Il y a des effets Larsen là. Dans le conseil d'administration d'établissement professeur de. Donc ma question, ce serait, est-ce que vous avez des écrits que je pourrais diffuser? J'ai vu que vous aviez des YouTube, vous aviez des vidéos sur YouTube. J'aimerais savoir ce que vous avez écrit. Donc normalement, mais le problème c'est que j'ai une panne de site internet que je dois résoudre là, qui est une panne depuis 2 jours. Mais il y a des publications qui sont téléchargeables gratuitement. Alors parfois c'est des études un peu scientifiques, donc en anglais et pas toujours, et dans des codes et des écrits parfois un peu techniques. Mais il y a une publication francophone qu'on a faite dans une revue de gériatrie française qui est accessible normalement sur ma page internet. Donc, si vous voyez mon nom et que vous allez sur internet Université de Liège, Adam Stéphane, vous tomberez sur mon CV de publication. Et donc, c'est une publication de 2017 dans une revue francophone dont le titre c'est Vieillir en bonne santé dans nos sociétés actuelles et qui se veut comme un article de synthèse de nos travaux, enfin des travaux qu'on a fait jusque 2017 et qui synthétise assez bien un certain nombre d'enjeux que j'ai communiqués ici et qui, lui, cet article-là est sauvé. Qui est un bouquin de vulgarisation pour interroger le système des maisons de repos et le modèle hôpital des EHPAD en France et maisons de repos en Belgique. Et mais lui, il sera finalisé pour l'année prochaine, donc c'est pas encore accessible pour le moment, quoi. Merci. Donc, voilà. Merci aussi. D'autres questions? Ah, peut-être Henri, oui. Je vais rétablir les micros pour tout le monde. Je crois que tu sais le rétablir manuellement, Henri. Alors, attends, je vais le faire moi-même. Voilà. Il suffit qu'Henri pointe son micro, il va s'ouvrir. Hein. Je pense que c'est la même formule, oui. Tu cliques sur ton micro, Henri, et automatiquement, tu vas pouvoir prendre la parole. Sinon, ça n'ira pas. Le micro qui se trouve en bas. Tu vas couper le son, puis arrêter la vidéo. Tu dois cliquer sur couper le son pour le rétablir. Pas, tu sais, le système
il faut aller en bas et avoir la petite. Ouais, mais il faut le faire soi-même, sinon ça marche pas. Oui, mais J'ai essayé la fois. le micro, ça ne fonctionne pas. Je viens d'essayer. Voilà, rétablir le son. Voilà, c'est Voilà, rétabli. ça y est, voilà, c'est établi. Voilà. Oui. Voilà. Vous m'entendez? Oui, Henri. Oui, mais écoutez, je suis entré au milieu de la conférence, donc j'ai pas entendu le début, mais la fin, effectivement, j'étais très intéressé par les argumentations concernant notamment la perte de vitesse des relations qu'on a une fois qu'on sort du milieu d'activité courante et qu'on est dans la vie retraitée. Effectivement, on perd beaucoup de liens, mais la plupart de ces liens, c'est parce qu'en fait, ils étaient liés à la profession qu'on avait. Donc ça, c'est un peu normal. Et en fait, qui sont des liens plus superficiels en général. Oui, c'est ça. Mais on s'en rend compte seulement après, parce que je me suis rendu compte que parmi les liens que j'ai perdus, je croyais que c'était des amis très, très forts, et en fait, finalement, je les ai très vite perdus, et j'ai vu que c'était effectivement plus superficiel. Par contre, le renforcement avec les liens qu'on retrouve après, ça, c'est vrai qu'on a envie que ce soit très fort et réciproque, évidemment. Et Bien donc, sûr. mais ça, c'est pas très facile à trouver et à faire, évidemment. Oui, mais c'est là que on a, quand on est en dehors de son milieu professionnel, et d'autant plus quand on change de milieu géographique, on se retrouve un petit peu dans un désert, et refaire le lien, c'est extrêmement difficile. Enfin, c'est pas impossible. Et seulement, c'est vrai que ce que vous dites, on y trouve une énorme satisfaction quand on parvient à retrouver des nouveaux liens. Ça, c'est vrai. Ouais. Donc, cette façon, vous avez expliqué en disant on perd en quantité, mais on gagne en qualité. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'être d'accord avec moi, donc je rigole, hein, bien sûr. Mais pour rebondir sur ce que vous dites, parce que c'est naturellement un témoignage tout à fait concordant et intéressant, c'est que effectivement, on ne cherche plus à la superficialité des liens, quoi. Et donc, je dis aux étudiants, quand je donne cours dans un amphi, ils sont 300 étudiants dans l'amphi, ils ont l'air un peu comme la masse, ils sont en cohésion, et dire, bah, après vos études, globalement, si vous gardez une relation à long terme dans les gens qui sont autour de vous dans l'amphi, ce sera une exception plutôt que la règle. Ça montre le côté superficiel et circonstanciel du lien, et le milieu professionnel génère du lien circonstanciel. Je suis prof d'UNIF, quand je vais prendre ma retraite, je sais que je vais être oublié, mais extrêmement rapidement par mes anciens collaborateurs, anciens collègues et autres. Et ça fait partie des choses dont il faut et dont je suis déjà conscient maintenant. Mais par contre, effectivement, on va, une fois qu'on passe à cette transition, chercher du rapport de proximité. Et en général, ce rapport de proximité, c'est le lien familial quand on a des enfants et petits-enfants ou autres. Et sinon, c'est du rapport amical de proximité, c'est-à-dire une relation qui n'est pas juste de se voir une fois toutes les lunes, mais qui est de se voir échanger régulièrement et avec un moteur. Et le moteur, en général, c'est un intérêt commun par rapport à un sport, une activité de loisir, ou que sais-je encore, du bénévolat, et on a un intérêt commun dans un bénévolat, et c'est ça qui va créer le ciment d'une relation plus de proximité, et donc qui va souder une relation. Oui, oui. Enfin, moi je trouve que ce que j'ai entendu, enfin la deuxième moitié probablement, ça m'a extrêmement bien intéressé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Henri, pour ta gouverne, nous enregistrons la conférence, donc tu pourras la réécouter. Ah oui, d'accord. Voilà, la première partie qui était savoureuse également. Voilà. Si tu m'envoies le lien, je le réécouterai. Pas de souci, Henri. Merci. Encore une question? Une remarque? Que dire après un tel exposé? Effectivement, ça vient vraiment nous apporter vraiment de l'eau à notre moulin, c'est un fait indéniable. Hein, on aurait difficile à... Donc franchement, un très grand merci Stéphane. Enfin, nous on avait déjà eu la chance de se rencontrer, effectivement. Ouais. Tu as été une des premières personnes qui nous a encouragés à aller de l'avant, et voilà, un peu grâce à toi, on est là aujourd'hui, et le projet, il est occupé à naître. Là, hein. Les 9 mois, les 9 mois sont dépassés, donc voilà. Le petit bébé, il est là, et on va le mettre en route. Il est là pour la nourrir, il sera là, il n'y a pas de souci.
Et l'année prochaine, eh ben, il faudra l'éduquer comme tout enfant voilà. Un tout grand merci en tout cas à toi. Merci aussi, et on reste de toute façon en contact, hein, donc avec plaisir en tout cas. Oui. Je vais vous laisser du coup. Oui, Stéphane, un tout grand merci. Ce que je voulais simplement dire aussi, c'est que j'ai personnellement été très étonné, mais je dis avec conviction, de l'importance que quand on rencontrait les gens du domaine académique, je ne savais pas que des gens comme toi étaient aussi attachés à ce domaine du vieillissement. J'étais vraiment étonné. Et tous ceux qu'on a rencontrés, franchement, on voit qu'il y avait un enthousiasme, une volonté de participer, etc. Et j'étais aussi très positif dans le sens que la majorité nous ont dit « Ok, votre projet est bien, mais nous, on est toujours là, n'oubliez pas, on va continuer avec vous. » Franchement, un tout grand merci. Merci encore. Avec plaisir en tout cas. Donc, bonne soirée alors. Hein. Bonne continuation. Merci Stéphane, mille merci, à très bientôt. Hein. À très bientôt. Ciao. Voilà. Alors, donc super intéressant, hein, c'est toujours extrêmement inspirant d'écouter Stéphane. Ce que je vous propose, bien le bonjour à donc Henri qui nous a rejoint et à Juliane. On a perdu Xavier au tout début, c'est pas bien grave, donc encore une fois j'enverrai le lien vers la vidéo. Alors donc, Christian vous a expliqué notre projet, donc, et vous avez ici écouté l'exposé de Stéphane qui nous a donné un aperçu de l'étendue du travail qui nous attend. Alors c'est vrai que quand on parle du réseau Sequoia, les membres du réseau sont des gens actifs qui sont bien dans leur peau et inspirants pour toute une série de seniors, mais c'est vrai que il y a pas mal de personnes qui perdent pied après la retraite et malheureusement l'agisme y est pour quelque chose. Et donc le réseau, les membres du réseau, ce que le réseau fait, le but c'est d'être inspirant pour toute cette génération, comme le disait Christian. Et donc très concrètement, par rapport à notre projet, eh bien voilà, le décor est planté. Christian vous a expliqué en quoi consiste le projet. Stéphane, l'étendue des dégâts au niveau de l'agisme. Et c'est vrai que nous avons décidé de lancer une campagne de financement donc participatif qui s'appelle qu'on appelle aussi le crowdfunding. Et donc cette campagne est lancée en fait officiellement aujourd'hui. On a ouvert hier le site et c'est vrai que dans un premier temps en fait en matière de financement participatif, il faut parler autour de nous, donc en l'occurrence ici les ambassadeurs, les gens que l'on connaît, et le but est de vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Et ce qu'on attend de vous, c'est de prêcher la bonne parole, de parler de ce projet autour de vous. Alors, je le disais en introduction, on a l'immense plaisir de déjà exploser les chiffres. On a dépassé 30% de l'objectif. Et j'ai reçu des mails en cours de personnes qui vont nous soutenir. Donc ça c'est chouette, c'est hyper encourageant, c'est surtout important pour qu'on puisse mener à bien ce projet. Donc le crowdfunding, en quoi ça consiste? Donc nous sommes hébergés sur une plateforme qui s'appelle Ulule. C'est ULULE. Je vous montrerai en fait je vais vous montrer peut-être en direct, c'est peut-être mieux. Je vais partager l'écran, comme ça vous voyez de quoi il s'agit. Voilà. Vous voyez Ulule, vous voyez du bleu? Oui. Voilà. Et donc une plateforme de crowdfunding, en l'occurrence donc ici c'est Ulule, une plateforme de crowdfunding donc héberge des projets qui sont issus très souvent du monde associatif. Et donc le but c'est que les taux font les grandes rivières et donc le crowdfunding est basé sur des dons. En tout cas, je parle ici au nom d'une ASBL. Pour une entreprise, c'est différent. On peut faire des participations en capital, mais bon, ça ne concerne pas les ASBL. Et donc en fait, le but c'est de récolter des montants, des petits, des plus grands montants. Chacun apporte ce qu'il a envie d'apporter. Encore une fois, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et donc, vous découvrirez sur le site, il y a des contreparties aussi pour les personnes qui le souhaitent. On va le voir juste après. Mais j'aimerais bien aussi d'abord vous expliquer en quoi, en fait,
cette campagne va nous aider. Donc, on l'a dit d'emblée, Christian l'a dit d'emblée, notre boulot, ça va vraiment être de la communication. On va devoir être inspirant, donc il y aura beaucoup de communication. Hein, là, on parle d'une BD, d'une pièce de théâtre, etc. Donc ça, c'est une étape importante de commencer à parler de l'agisme et à expliquer en quoi ça consiste. Je crois qu'on a tous été scotché. Moi, ça fait 20 fois que j'entends Stéphane, mais je suis toujours scotché quand j'écoute ses explications. C'est vrai qu'on est loin de se rendre compte de l'étendue de l'agisme dans la société. Et c'est vrai que l'agisme est malheureusement banalisé. Et donc, concrètement, ce que l'on va faire, donc on va professionnaliser notre communication tout d'abord, donc continuer donc le crowdfunding va nous aider à professionnaliser notre communication, à faire parler de l'association, à vraiment sortir du bois. Donc vous avez ce descriptif ici sur la plateforme Ulule. Alors le but c'est de aussi améliorer notre chaîne YouTube qui est encore embryonnaire, mais cette chaîne YouTube au travers des interviews que l'on fait, au travers des capsules que l'on va proposer sur l'agisme, sur la préparation à la retraite. Le but est de aussi inspirer les gens. Alors donc nous allons organiser des focus group avec les jeunes aînés. Donc ce sont des études. On va regrouper des 50 plus et puis échanger sur je dirais l'agisme et apprendre beaucoup de leur part. Donc nous avons développé aussi des partenariats avec le secteur académique et on est déjà dans le concret puisque Christian vous expliquait qu'on est déjà très très loin avec différentes universités et que le 12 février on va mettre sur pied un webinaire international sur l'agisme. Alors, Christian ne l'a pas dit, donc j'assiste un peu là-dessus, mais on est extrêmement fier de la relation qu'on est en train d'établir avec le Canada et Martine Lagacé, la vice-rectrice d'Ottawa. Vous tapez Martine Lagacé sur Google, c'est vrai que ça ne vous dit sans doute rien, mais c'est elle est docteure en psychologie, c'est une des grandes spécialistes au niveau mondial du vieillissement. Et elle a un coup de cœur pour notre projet et elle nous aide. Donc voilà la partie, je dirais, développement, relation avec les associations, avec l'académique et la mise sur pied d'études est aussi un élément important dans notre campagne de financement. Et puis, rêvons, si on dépasse notre objectif de 3 500 €, il y a encore énormément de choses que l'on doit faire. On compte éditer un magazine, des brochures sur le sujet et surtout lancer là et c'est le fer de lance de notre action dans le futur proche, c'est des actions au niveau local avec les villes et les communes. Donc on n'a pas les moyens, on va pas faire des spots de télé, etc. On n'a pas les moyens, mais on va aller dans le concret, voir les villes, ce que l'on fait déjà pour le réseau Sequoia, la préparation à la retraite, et s'appuyer sur les villes pour relayer notre mouvement. Alors entre nous, on est en contact avec la ville de Namur qui est extrêmement positive par rapport à notre démarche et ils sont partants, ils veulent démarrer. Oui, on veut travailler sur l'agisme, etc. Donc voilà, la ville de Namur sera notre premier. Enfin, c'est un peu plus rapide que prévu, mais bon, on va pas lâcher le morceau. Et donc la ville de Namur sera quelque part un bon, un beau cas d'étude. Voilà. Alors, si nous dépassons les 3 500 €, est-ce que l'on fera de toute façon dans le futur? C'est notre première assise sur le thème de l'agisme, donc ce sera une réunion quand même à grande échelle en Belgique où il y aura 2 parties. Enfin, pour l'instant, tout ça est encore évidemment à peaufiner, mais quand je dis 2 parties, il y a une partie liée au monde de l'entreprise parce que l'agisme, là Stéphane n'en parlait pas parce que ce n'est pas sa spécialité, même il couvre énormément de domaines, mais l'agisme commence en entreprise. Et là, on discute on a notamment Stéphane Grigoraï, qui est professeur à l'UCL, qui fait partie aussi du projet, et lui, il est plus sur l'agisme au travail. Et donc, dans ces assises, on va mettre en avant, parce qu'on veut être inspirant. On ne crée pas un mouvement de revendication, on veut être inspirant. Et donc, on va inviter des entreprises qui ont
des plans bien spécifiques qui ont un accompagnement bien spécifique des travailleurs expérimentés. Alors, comme vous le savez, ce sont des denrées rares, ces entreprises, puisque les travailleurs expérimentés sont malmenés, malheureusement, chez nous. Mais il y en a, heureusement. Et quand on gratte un petit peu, c'est quand même souvent le secteur public. Et donc, dans ces assises, on va mettre en avant des entreprises qui sont inspirantes. Et puis, on va mettre en avant aussi d'autres éléments, des seniors qui ont une retraite originale, qui, par exemple, entreprennent ou qui changent le monde autour d'eux. Donc, voilà, l'agisme, ce sera vraiment une vitrine un petit peu de notre mouvement. Et puis après, plus tard, hein, si jamais on dépasse bien notre objectif, mais en tout cas, c'est quelque chose que l'on fera dans les années suivantes. Christian en parlait déjà. Ben, c'est des livres, une BD, qui est une idée de Delphine qui est là d'ailleurs, une pièce de théâtre. Et là, on a déjà plusieurs personnes qui sont accrochées parce qu'il y a pas mal d'acteurs dans le réseau. Il y a déjà pas mal de gens qui sont enthousiastes par rapport à ça. Et puis de nouveau, travailler sur différentes documentations et aussi aller plus loin en termes d'études. Parce que là, encore une fois, c'est une conséquence de notre partenariat avec le milieu académique qui est, je dirais, très intéressé par les chiffres et par les études, et nous également. Et au niveau de l'agisme, il y a encore énormément de choses à faire, mais rien que ce que Stéphane nous a expliqué tout à l'heure est déjà suffisamment parlant. Mais voilà, si on veut sensibiliser une population, si on veut sensibiliser la société, c'est de toute façon sur base d'études qu'il faut commencer. Voilà, ça je vous ai expliqué ici en long et en large un petit peu à quoi servira cette campagne de crowdfunding. Et comme je vous le disais, eh bien, il y a des contreparties. Donc, quand vous faites un don, quand vous inviterez des proches à nous aider, ben, c'est entre 1 euro et ce que les gens veulent mettre. Et on propose, nous, des contreparties pour les personnes qui sont intéressées. Donc, pour 20 euros, vous avez un apéro offert au Sequoia-D qui se tiendra le mois de juin à la citadelle de Namur. Au mois de juin, je crois on sera bon. 40 euros, c'est 2 apéros et un parapluie. Pour 60 euros, eh bien, c'est un Sequoia Pass que vous pouvez offrir à quelqu'un. C'est un box cadeau qui propose une année d'adhésion au réseau Sequoia pour 80 euros ou plus. Et là, je remercie plusieurs ambassadeurs. Eh bien, donc, les donateurs pourront suivre un atelier de leur choix. Ce sont des ateliers qui sont proposés par des membres du réseau Sequoia et qui nous donnent leur temps. Donc, je les remercie encore. Donc, il y a Véronique qui est kinésiologue qui propose un atelier. On a Martine qui elle organise des ateliers en home organizing. Donc, c'est relooker un petit peu sa maison. Elle fait aussi de la gestion du temps. Elle fait pas mal de choses. On a Nora qui intervient dans mes séminaires de préparation à la retraite, qui elle parle finance, mais qui démystifie la finance. Elle parle un atelier qui traite de la tenue d'un budget à la retraite, mais aussi de quel est notre comportement en matière d'achat à la retraite. Alors pour 110 euros, ben c'est 1 an et demi d'adhésion au réseau Sequoia et le livre de Christian que je remercie au passage. Pour 140 euros, eh bien c'est notre ami André qui embarque nos donateurs sur son bateau pendant une demi-journée. Pour 180 euros, ben vous pouvez de nouveau offrir un Sequoia Pass à quelqu'un pour une journée de préparation à la retraite. Pour 200 euros, c'est à nouveau un Sequoia Pass. Et de nouveau, c'est Christian qui la propose 4 séances de coaching. Et pour 1000 euros, mais ça, bon, c'est parce qu'on m'a dit chez Ulule qu'il fallait mettre quelque chose à 1000 euros. Mais là, moi, je donne un tarif préférentiel à une entreprise, une structure qui veut préparer à la retraite, plusieurs leur personnel. Enfin voilà ce que je vais arrêter de partager maintenant, mais voilà ce que je voulais. Je vais arrêter de partager l'écran, comme ça on se voit, c'est plus sympa. Ce que je voulais vous dire par rapport à notre projet de financement. Et donc, encore une fois, vous êtes ce qu'on appelle la première ligne dans le jargon du crowdfunding. Ce sont les gens que je connais, qui connaissaient le projet ou qui l'ont découvert un peu plus aujourd'hui. Et donc, vous avez aussi, si vous le désirez, un rôle important de diffusion de cette information.
Et d'un point de vue maintenant purement communication, voilà, on suit les avis de Ulule et de leurs professionnels de la communication. Une fois qu'on a une certaine maturité dans le projet ou dans la campagne de financement, alors là, on peut aller vers le grand public, on va faire une conférence de presse, etc. Et donc, on a l'immense bonheur de vous dire qu'aujourd'hui, après, en moins de 20 heures, on a déjà atteint cet objectif des 30%. Et donc, on peut aller maintenant, on va préparer un communiqué de presse, on peut aller vers le grand public et communiquer sur notre projet. Et grâce aux dons que l'on a déjà reçus, ça donne évidemment une notoriété, une crédibilité à notre projet. Et les gens qui ne nous connaissent pas se disent, tiens, ok, ils ont déjà atteint en un jour un tiers de leur objectif, c'est que c'est un projet qui en vaut peut-être la peine et donc les gens vont découvrir la page. Voilà, moi j'en ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je crois que vous savez activer le son. Hein, J'ai une question, moi. Dis-moi, Chantal. Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends, Chantal. Dans certaines ASBL, ils ont les moyens de faire un don et ils proposent une déductibilité fiscale. Alors en fait, ça va, c'est haché, hein. Ouais, c'est haché, mais tu as fini ta question, je crois. Hein, voilà. Donc en fait, pour une déductibilité fiscale, il faut être reconnu tel quel, ce que l'ASBL n'est pas. Et donc en fait, ici au niveau du crowdfunding, voilà, c'est un don qui se fait sur une plateforme, mais ce n'est pas déductible fiscalement parce que notre ASBL n'est pas reconnu tel quel en fait. C'est pas évident du tout. Moi, j'ai connu cette démarche quand j'étais à Make-A-Wish. C'est pas facile du tout d'obtenir des déductibilités. Hein. C'est pas aussi simple que ça. Il y a des obligations comptables qui sont nécessaires d'ailleurs par ailleurs. Okay. Alors, on s'est un peu renseigné. Je sais maintenant qu'au travers de la Fondation Roi Baudouin, où on a de beaux contacts, qu'on peut à terme trouver une solution à terme, parce que la Fondation Roi Baudouin ouvre visiblement sa déductibilité fiscale à certaines ASBL reconnues, etc., qui n'ont pas les épaules larges que pour avoir leur propre déductibilité fiscale. Enfin, bon, c'était une idée parce que peut-être que les gens seraient intéressés par cette formule-là plutôt qu'un coaching ou un bouquin, ou voilà. Ouais. Et ma deuxième question, c'est donc dans 42 jours, l'action se termine du crowdfunding. Est-ce que c'est un one-shot ou bien est-ce que ça va se répéter dans le temps ou comment ça va aller? Alors en fait, donc tout d'abord, j'ai oublié de le dire, si on n'atteint pas 100% d'objectif, on ne reçoit pas les fonds et les gens sont remboursés. Donc ça, c'est déjà une première chose. Donc, alors, non, je vous ai expliqué, enfin très rapidement, mais c'est sur la plateforme Ulule, notre plan d'attaque et les budgets. Donc si on a le grand bonheur de dépasser 7 000 €, eh bien, on est tranquille pendant peut-être 2 ans. On peut mener à bien nos activités. Enfin, en grande partie, parce que les budgets, on a besoin encore d'autres choses. Bon, voilà. Mais si on reçoit nos 3 500 €, ce qui est extrêmement chouette et bien, on va déjà pouvoir travailler l'année prochaine. Mais c'est clair que quand on va relancer la pièce de théâtre ou la BD ou le livre, là, on peut refaire des opérations de crowdfunding, quoi. Donc, ce n'est jamais un one-shot parce que la plateforme est toujours ouverte pour des campagnes supplémentaires. Évidemment, il ne faut pas demander 2 fois le même montant pour les mêmes, les mêmes raisons, bien évidemment. Et c'est pour ça qu'on a expliqué succinctement notre plan d'action pour les prochains mois, les prochaines années, et ce que ça nécessite en budget. Ça va. Voilà. Merci. Pierre. Jackie. Oui. L'idée que tu viens d'émettre de collaborer d'une certaine façon avec la Fondation Roi Baudouin, ça, je trouve ça une idée vraiment intéressante.
je connais pas, Christian, les aspects comptables, je sais pas ce qu'il demande, hein, mais pour avoir cette déduction fiscale, passer par la Fondation Roi Baudouin, ça c'est vraiment excellent, et je suis persuadé que si le projet est présenté de façon adéquate, ça peut faire tilt chez eux, hein, parce qu'évidemment, ils ont aussi des critères de sélection qui sont très stricts. Mais en tout cas, je trouve ça une belle idée. Hein. Je n'avais pas pensé, je dois dire. Hein. C'est vraiment... En fait, la Fondation Rabaudouin, donc on est en contact avec eux et avec Christian, on les avait, moi je les connais depuis plusieurs années. Ils nous ont déjà soutenus indirectement. Hein. J'ai reçu pour des conférences sur la préparation à la retraite. Ils avaient fait des petites cartes, des petits jeux sur la retraite. C'était très chouette et donc ça, ils m'ont fait l'honneur de m'en donner. On les avait vus avec Christian, mais à la genèse du projet. Mais bon, un projet, ça avance, comme vous savez, ça change. D'ailleurs, si ça ne pivote pas, c'est qu'on n'avance pas. On avait été voir, Yves là-bas, mais on était parti avec la notion d'isolement à la retraite. C'est vrai que c'est une réalité, mais qui n'est pas si réelle que ça, puisque vous avez entendu les chiffres de Stéphane. Mais nous, on était avec le prisme du passage à la retraite qui peut mener à l'isolement pour certaines personnes qui se prennent le pied dans le tapis à la retraite, au début de la retraite, ça peut mener directement à l'isolement. Et donc, en parlant de ça, avec la Fondation Rabaudouin, on sentait bien qu'ils n'étaient pas très chaud, et je peux les comprendre parce que finalement le travail il est ailleurs et l'ampleur du travail maintenant vous l'avez compris, et donc on en discutait avec Christian. C'est vrai que la Fondation Rabaudouin, on va déjà aller les voir maintenant avec notre projet et leur dire tiens, l'isolement, ok, on laisse tomber, on parle plus de l'agisme. Et donc, c'est comme ça que j'ai entendu parler de cette aide que la Fondation Rabaudouin peut déjà nous apporter par rapport à la déductibilité. Et en parlant donc d'institutions, on est en contact avec UNIA. On a eu évidemment un accueil très chouette de leur part. Avec qui tu dis? J'ai pas UNIA, donc c'était le centre d'égalité des chances, ça s'appelait comme ça avant. Alors UNIA est très branché sur, et évidemment, ce sont des discriminations aussi très importantes. Ils sont très branchés sur le racisme, sur le sexisme et l'agisme. On sent que c'est nouveau. Enfin, Stéphane Adam le disait, hein, c'est Butler qui a lancé le nom dans les années 70, fin des années 70, début des années 80. Et quand vous demandez à des gens ce que c'est que l'agisme, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Et donc UNIA au revoir Agnès, merci. UNIA est intéressé également et il s'engage à nous soutenir. Donc voilà, on ne se sent pas non plus seul sur la terre, loin de là. Mais bon, quelque part, on ne peut pas vivre non plus d'amour et d'eau fraîche. Et c'est un moment qui nécessite quand même un minimum d'investissement. Peut-être signaler à Jackie que l'on va également introduire un dossier de subside auprès de la loterie nationale. Ah, oui. Non, le document est en bonne voie de rédaction. Maintenant, il faut après obtenir le subside. Mais donc et donc on va aussi lancer tout ce qui est sponsoring. Donc tout ça, c'est des choses qui sont en cours de réalisation. Parce que comme dit Pierre, si on veut amener à bien effectivement ce projet de société et toute l'activité, il faut des moyens financiers, et ça c'est inévitable. Nous ne sommes pas une association qui sont aujourd'hui subsidiées, donc il faut qu'on aille chercher cet argent pour pouvoir accroître et pouvoir faire en sorte que ce projet puisse vivre, qu'il ne reste pas au niveau de ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est indispensable. Voilà. Et puis bon, Christian expliquait le projet de webinaire avec le Canada et la Belgique. Bon, on voulait pas attendre non plus. On veut déjà avancer, montrer ce que l'on a envie de faire et ce que l'on peut réaliser, quoi. Bon là, on a la chance qu'on a le soutien de différentes universités et de leurs plateformes logistiques. Mais voilà, on veut pas être attentiste, se dire bon, on attend d'avoir un budget et on y va. Non, on a déjà avancé. Et je crois que la crédibilité qu'on a maintenant dans ces différentes universités nous aide dans notre démarche. C'est bien. Puis dernière chose, on a rendez-vous dans peu de temps avec la ministre de la Santé aussi, qui a dans ses attributions tout le volet du vieillissement. Donc on va voir ce qu'on peut obtenir, quoi. Hein. Je pense que ce qu'on a dit à Pierre, c'était important, quoi. Voilà, je crois qu'on a fini. Est-ce qu'il y a quelqu'un a des questions? Non, Non.
Un grand merci en tout cas pour votre aide. Bravo, bravo, bravo.